Yalimadet à tous. Merci de vous être connectés. Suite au premier webinaire que l'on a organisé, que toute l'équipe AKEPB a organisé sur les mesures prises sur les mesures gouvernementales et quelles sont les mesures que les entrepreneurs peuvent avoir accès. On a profité de ce premier webinaire pour entamer un autre webinaire tout aussi important sur le chômage partiel. Sur ce webinaire, on sera deux modérateurs, Shamira qui est là et moi-même. Et celle qui va leader ce webinaire n'est autre que Souraya, qui est responsable contrôle de gestion RH au sein d'un grand groupe. Donc voilà, Souraya, c'est à toi. Merci Alnour. Alors Yalimadet à tous. En effet, là, donc on va démarrer un show sur le chômage partiel avec différentes étapes. Donc vous verrez, ça va aller relativement vite, mais la concentration sera par contre à son niveau maximum. Donc le premier point sera le chômage partiel. Donc qu'est-ce que ce chômage partiel dont tout le monde parle? La deuxième partie sera beaucoup plus dédiée à un employeur, la mise en œuvre de ce chômage partiel. Et la troisième partie, c'est quelque part ce qui va changer chez le salarié puisqu'il est aussi impacté par la mise en œuvre de ce chômage partiel. Et on finira par un moment de questions-réponses si vous avez des questions qu'on récupérera via le Q&A ou si certains posent leurs questions en live sur Facebook, sur les commentaires, on pourra effectivement répondre à ces questions. Alors si parfois vous posez des questions au moment de la présentation, on les parcourra à la fin dans leur globalité, puisque peut-être qu'une question que vous poserez en partie 2, vous allez avoir la réponse en partie 3. Donc, déroulons ensemble la présentation et voyons ensuite quelles sont les questions auxquelles nous n'avons pas pu apporter la réponse. Alors, chômage partiel. Alors, le chômage partiel, il faut savoir que déjà, c'est un concept qui existait déjà. Mais là, on va se concentrer sur le chômage partiel dans le cadre du dispositif assez exceptionnel qui a été mis en place par le gouvernement via un décret en mars. Donc, l'objectif d'un chômage partiel, c'est effectivement de faire face à des difficultés économiques qui contraignent justement les entreprises à réduire leur activité. Et qui dit réduction d'activité dit forcément réduction du temps de travail de leurs salariés. Donc, cette baisse temporaire d'activité va prendre deux formes. Donc, la première sera une réduction du temps de travail en dessous, bien sûr, de la durée légale hebdomadaire, qui serait effectivement de 35 heures au niveau légal. Ça, c'est la première forme. Et la deuxième forme, c'est finalement la fermeture temporaire de tout ou partie de l'établissement. Donc, pendant cette période, le salarié est en inactivité totale. Donc, on est bien sur deux formes différentes de ce chômage partiel-là. Le dispositif, on le verra dans le détail par la suite, mais dans les grandes lignes, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une obligation qu'a l'employeur de verser une partie du salarié sur ses heures non travaillées, donc les heures chômées. Et l'obligation, elle est faite sur la base de 70% de la rémunération brute, et on entend souvent parler de 84% du net. On verra dans les détails après pourquoi on parle de 84% du net. Le maximum est, comme on l'a indiqué tout à l'heure, de 35 heures par semaine et les heures supplémentaires ne sont pas comprises. Alors, que veut dire ces 35 heures par semaine? Si vous êtes effectivement à 42 heures dans l'entreprise et que vous passez à 35 heures, ce n'est pas enregistré comme de l'activité partielle. C'est vraiment si vous êtes en dessous de 35 heures qu'on va pouvoir parler d'activité partielle. Donc, toujours dans ce dispositif, l'État s'est engagé à rembourser l'employeur, alors proportionnellement au revenu, dans la limite d'un plafond de 4,5 fois le SMIC. Donc l'allocation va être au moins égale à 8,3 € net de l'heure, qui quelque part est le SMIC 2020. Donc, pour vous donner une idée, 70% de 4,5 fois le SMIC,
ça représente 31,98 € brut par heure chômée. Alors, vous verrez que souvent on utilise deux termes, et ce qu'il faut surtout retenir, c'est que quand on parle d'indemnité d'activité partielle, on parle d'indemnité que l'on verse aux salariés. Donc, c'est ce que l'employeur va verser aux salariés pendant ces heures chômées. Alors que quand on parle d'allocation d'activité partielle, ce sont les sommes que verse l'État ou que va rembourser l'État à l'employeur sur ces heures chômées. Donc, à chaque fois, il faut se dire indemnité, c'est salaire, et allocation, c'est ce que rembourse l'État. Donc, deux termes différents. Voyons maintenant comment cela se passe plus précisément pour un employeur. Donc, l'employeur, lui, sa première étape sera de faire une demande. Donc là encore, le gouvernement a complètement simplifié cette partie-là. La demande d'autorisation préalable se fait en ligne, donc dans un format complètement dématérialisé, pour la directe. Donc vous avez le site qui s'affiche effectivement sur l'écran, sur lequel on se connecte pour faire cette demande. Alors, plusieurs points ont été mis en place, encore une fois, pour simplifier cette demande, compte tenu de l'urgence et de la situation actuelle. Le premier est le délai d'acceptation, qui lui est de 2 jours jusqu'au 31 décembre 2020. Donc là, on est quand même passé de 15 jours à 2 jours. Donc, on active effectivement cette partie-là. Et deuxième point, c'est que si vous avez une absence de décision sous 48 heures, celle-ci va automatiquement engendrer une acceptation implicite de la demande. Donc, c'est quelque chose qui se fait relativement facilement. Alors, Richard, vous avez dit effectivement samedi qu'on a beaucoup de demandes. Et donc, le gouvernement a rajouté une information importante, c'est le délai de 30 jours qui est acceptable après le début de ladite activité. Donc, quand vous démarrez l'activité partielle, vous avez encore 30 jours pour effectivement faire cette demande. L'effet, lui, sera à effet rétroactif de la mise en place. Donc, pas d'inquiétude par rapport à ça. Si vous êtes une entreprise donc de plus de 50 salariés et dotée d'un comité social et économique, donc un CSE, à ce moment-là, vous avez un délai de 2 mois maximum à compter de la demande pour communiquer cet avis-là, puisque vous avez une concertation sur l'avis de l'activité partielle. Donc là, on est vraiment sur le pavé de la demande, qui est la première étape. Ensuite, il y a la durée. Donc, la durée, aujourd'hui, le gouvernement a mis la durée maximum de l'activité partielle à 12 mois. Pour vous donner encore une idée de ce qu'on faisait avant l'état d'urgence, la durée maximum était de 6 mois. Donc là encore, on a largement prolongé. Mais on a toujours une limite, et la limite et le plafond se fait sur les heures. Donc les heures chômées qui vont pouvoir ouvrir droit à un versement d'allocation, donc rappelez-vous bien, allocation veut dire ce que l'État va vous rembourser en tant qu'employeur. Là, on a une limite de 1000 heures par an et par salarié. Pour vous donner une idée, ça peut représenter à peu près 6 mois et demi pour un salarié à temps complet sur la base de la durée légale du temps de travail. Donc voilà sur la durée ce que vous pouvez avoir comme critères à prendre en compte. L'autre sujet est forcément l'indemnité, puisque le décret dit bien qu'on a une obligation de versement d'une indemnité sur les heures chômées. Alors, avant de rentrer dans le calcul, il est important de préciser que la mise en chômage partiel ne peut pas être un motif de retard de paiement des salaires. On ne peut pas effectivement dire à son salarié je te mets en activité partielle, je viens de faire la demande, je n'ai pas encore reçu l'accord de cette demande, donc je te verserai ton salaire ultérieurement. Ce n'est pas un motif de non-versement. Si c'est un problème de trésorerie, etc., on est là sur un autre sujet. Mais le chômage partiel, lui, ne peut pas engendrer un retard de paiement. Alors, l'indemnité d'activité partielle que l'on verse aux salariés, comment se calcule-t-elle? Comme on l'a dit en début de webinaire, on a un versement de 70% du
de ce qu'on appelle le taux horaire brut de référence, que l'on multiplie par le nombre d'heures chômées, donc les heures éligibles à l'activité partielle. Qu'est-ce que ce taux horaire brut de référence? Et c'est là que ça va déjà un petit peu commencer à se compliquer. C'est que le décret dit qu'il faut prendre en compte 3 niveaux de taux horaire de base qu'il faut additionner. Mais bien évidemment, cela se fait en fonction des niveaux ou du package de rémunération qui existe dans votre entreprise en tant qu'employeur. Si on prend le premier niveau est le taux horaire de base. Donc là, on est sur la rémunération de base qui va peut-être inclure les majorations, comme des travails de nuit ou de dimanche. C'est parfois le cas de restaurants, de stations-service, etc. Qu'on exclut les heures supplémentaires, attention, et que l'on vient diviser par le nombre d'heures mensuelles qui correspond à la durée légale. Donc là, on peut partir sur 151,67 heures par mois. Ça serait notre critère. Si on n'a plus aucune rémunération ou prime qui viennent s'ajouter à cette rémunération de base, on s'arrête là. Sauf que ce n'est pas le cas de toutes les entreprises. Si ce n'est pas le cas, on peut avoir ce qu'on appelle les primes mensuelles. Et là, on va devoir calculer le taux horaire des primes mensuelles qu'on va venir ajouter. Et ces primes mensuelles, ce sont celles qu'on va prendre en compte si le salarié avait un temps de présence. Donc, toutes les primes qui sont calculées en fonction du temps de présence du salarié doivent être prises en compte dedans. Donc, ça peut être, par exemple, des primes de pause payées. Ça peut exister. À ce moment-là, elles sont à prendre en compte dans les primes mensuelles. Un troisième niveau vient s'ajouter, et si, encore une fois, c'est le cas de votre entreprise, c'est ce qu'on appelle les éléments de rémunération variable. Donc là, on est sur le taux horaire des éléments de rémunération variable. Alors, qu'entend-on par rémunération variable? Là, clairement, c'est les commissions, les pourboires, et vous pouvez aussi avoir des primes d'ancienneté ou d'assiduité qui, elles, sont calculées selon le temps de travail effectif. Donc, vous voyez, il y a toujours des notions pour la prise en compte qui sont importantes, c'est le temps de présence du salarié ou le temps de travail effectif. Donc, dès lors où vos rémunérations sont assujettes à ces critères-là, on se doit de les prendre en compte pour le calcul du taux horaire brut de référence. Donc, on est censé sommer ces 3 niveaux si on est concerné par ces 3 niveaux. Alors, automatiquement, de par ces définitions, on vient exclure pour certaines entreprises les primes d'intéressement ou les primes de participation. Donc là, elles ne rentrent absolument pas dans le cadre de ce calcul de taux horaire. On peut aussi avoir des primes exceptionnelles de pouvoir d'achat comme la prime Macron qui avait été mise en place. Elle n'a pas à rentrer en compte dans le taux horaire brut de référence. Les remboursements de frais professionnels, c'est pareil. Si vous avez un salarié qui effectivement a beaucoup de remboursements de frais professionnels, c'est quelque chose que vous n'intégrerez pas dans le taux horaire brut de référence. Alors là, vu dans les textes, ça paraît compliqué. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un exemple et qu'on déroule l'exemple ensemble, qui sera certes compliqué, mais ça permettra vraiment de comprendre ces notions de taux horaire brut de référence pour arriver au calcul de l'indemnité. Alors, prenons d'abord la situation du salarié, donc l'information que l'on a. Alors, le salarié a été mis en activité partielle à compter du 17 mars parce que l'établissement a fermé intégralement. Il travaille 35 heures par semaine, donc ça c'est une information dont on aura besoin. Son salaire de base est de 2 700 € et il perçoit une prime mensuelle de 300 € qui est calculée en fonction de son temps de travail. Donc ça c'est la première information que l'on a. Si on regarde un mois de février 2020, où nous n'avions pas encore cette situation et nous n'étions pas encore dans le décret de mise en place de l'activité partielle, c'était un mois normal pour ce salarié, on sait qu'il a perçu 3 356 €, mais cela s'explique par 16 heures supplémentaires majorées à 25%.
Et pour terminer, même s'il s'agit d'informations annuelles, ce salarié a un bonus en mai de 1 000 € que vous lui donnez et une prime d'ancienneté de 1 000 € que vous lui versez en décembre, qui est, elle, calculée en fonction du temps de travail. Donc là, on a des informations que l'on devra utiliser par la suite pour le calcul de l'indemnité. La première étape est de déterminer le nombre d'heures indemnisables, donc c'est-à-dire le nombre d'heures chômées au titre de cette activité partielle. Alors là, ça va être simple. On sait que le salarié a travaillé du 1er mars au 16 mars, donc on a 2 semaines, donc on fait 35 heures x 2, et on a le lundi où il avait aussi travaillé, le lundi 16 mars, donc on est à 7 heures. Donc on a bien un total de 77 heures travaillées sur le mois de mars. Donc, automatiquement, si on veut pouvoir chiffrer le nombre d'heures chômées, on vient faire la différence entre la durée légale mensuelle, donc nos 151,67, où on vient déduire les 77 heures travaillées. Donc, on a bien un total de nombre d'heures chômées que l'on va pouvoir indemniser de 74,67 heures. Alors là, on a fait le plus facile, si je puis dire. Maintenant, si on vient appliquer les définitions des différents taux horaires que l'on a vus tout à l'heure. Donc ici, on veut calculer le taux horaire brut de référence. On va commencer par le taux horaire de base. Donc, on a vu tout à l'heure, on a dit que ça correspond à son salaire de base. Donc ici, il est à 2 000 € que l'on vient diviser par la durée légale. Donc, ça nous donne un taux horaire de base de 17,80. Jusque-là, tout va bien. Sauf qu'on a une information qui nous dit quand même que le salarié, en temps normal, perçoit 300 € de prime par mois en fonction de son temps de travail. Donc là, on rentre bien dans le cadre de l'intégration de ces primes-là. Donc on vient diviser ces 300 € par la durée légale et nous voilà maintenant avec un taux horaire des primes calculé en fonction du... nous voilà maintenant au taux horaire des primes mensuelles qui est égal à 1,98. Le troisième niveau, et c'est une information qu'on nous a donnée, correspond à la rémunération variable. Donc là, on va venir calculer le taux horaire correspondant aux autres éléments variables. On sait qu'il a 1 000 € en mai et on sait qu'il a 1 000 € en décembre. Donc on a bien un total de 2 000. Sauf que là, on est sur une donnée annuelle. Donc il faut qu'on revienne à une donnée mensuelle. On va venir diviser ces 2 000 par 12 et encore une fois, le diviser par la durée légale pour avoir finalement un taux horaire de 1,10. Ce qui fait que le taux horaire brut de référence sera bien la somme de ces 3 taux horaires-là. Et on arrive bien à 20,88. Donc là, normalement, on a tout ce qui est nécessaire pour pouvoir calculer l'indemnité. Donc, l'indemnité sera finalement les 70% de nos 20,88. Donc là, on est bien sur le taux horaire de base, que l'on va multiplier par nos fameuses heures chômées que l'on a calculées en haut. Ça nous fait bien 1091,38 € bruts à indemniser. Alors là, vous voyez que je précise que l'indemnité et l'allocation sont identiques. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans un cas de figure où nous sommes bien en dessous des fameux 4,5 fois le SMIC. Et donc, on va pouvoir toucher une allocation à l'identique de l'indemnité qu'on a versée aux salariés. Donc, voilà un peu comment ça fonctionne. Là, on l'a fait ensemble. Alors, forcément, derrière, il y a des vraies mécaniques de lignes de paye, etc. En tant qu'employeur, si vous êtes dans une petite entreprise, il ne faut surtout pas hésiter à consulter votre cabinet comptable qui, lui, est en charge de faire la paye de vos salariés. Et après, dans d'autres entreprises, vous avez carrément des gestionnaires de paye dédiés à ce type de calcul. Donc, n'hésitez pas à poser la question aux personnes dédiées à ce type de calcul. Alors, on peut croire que là, du coup, c'est terminé pour un employeur, sauf qu'on a la dernière étape qui n'est pas négligeable, la communication. Alors, la communication, c'est pour pouvoir toucher l'allocation.
Donc, la demande d'allocation se fait sur le même site que l'on avait vu tout à l'heure pour la demande d'activité partielle. Donc, c'est quelque chose qui se fait encore une fois en ligne et en format dématérialisé, où certaines informations vous seront demandées, comme les heures hebdomadaires réellement travaillées ou encore des heures hebdomadaires réellement chômées. Alors, attention, ça c'est quelque chose de très important pour l'employeur. Le montant de l'indemnité d'activité partielle, elle doit obligatoirement figurer sur le bulletin de paie du salarié concerné. Alors, pourquoi ? Déjà, si vous ne le faites pas, cela ne prouve pas que vous avez fait de l'activité partielle. Et à ce moment-là, si demain vous avez un contrôle par rapport à ces motifs-là, on peut effectivement venir vous refuser l'allocation parce qu'il n'y a aucune preuve que vous avez versé une indemnité d'activité partielle. Donc, obligation de le faire figurer sur la fiche de paie du salarié. Pour le versement à l'entreprise, ça se fait par l'ASP, donc l'agence de services de paiement, et elle se fait dans un délai moyen de 12 jours. Donc, ça peut aller relativement rapidement en termes de versement de cette allocation-là. Donc, voilà un petit peu ce qu'on peut regrouper comme information importante par rapport à l'employeur et la mise en œuvre de cette activité partielle. Passons maintenant sur ce qui va changer pour le salarié, ou peut-être pas, parce qu'il y a quand même des maintiens de droit, et qui va aussi probablement concerner l'employeur, puisqu'il doit connaître les droits de son salarié. La première question qu'on se pose, c'est qui ? Finalement, quand on parle de salarié éligible à l'activité partielle, on se dit qui est ce salarié ? Alors, le décret dit que c'est tout salarié possédant un contrat de travail de droit français. Cela veut dire que vous intégrez le salarié à temps partiel, et je vais même pousser plus loin, un retraité qui a une activité à côté peut être assujetti à du chômage partiel dans le cadre de sa partie activité. Le salarié en forfait heure ou en forfait jour est également éligible au chômage partiel. Les apprentis également, puisqu'ils ont un contrat de travail de droit français. Et concernant les intérimaires, il faut savoir que dès lors que l'établissement dans lequel le salarié intérimaire travaille a mis en place l'activité partielle, automatiquement, ces intérimaires vont aussi être dans cette activité partielle. Donc là, vous voyez que dans la liste, les stagiaires n'y figurent pas. Donc les stagiaires ne sont pas éligibles à l'activité partielle. Si l'établissement ferme, le stagiaire arrêtera de percevoir son indemnité de stage, sauf si son entreprise veut continuer à le payer malgré l'activité partielle. Là, on est sur un autre sujet. La fiche de paye, ce qui intéresse quand même chaque personne aujourd'hui en tant que salarié, c'est que se passe-t-il sur la fiche de paye ? Alors, le premier impact sera sur le salaire brut. Alors, l'impact sera visible que si votre entreprise décide de se contenter des 70% obligatoires. Maintenant, si vous êtes dans une entreprise qui souhaite faire un maintien de salaire, ce qu'on appelle le maintien de salaire, c'est de continuer à vous payer normalement à 100%, vous n'allez pas voir d'impact sur le salaire brut. Prenons le cas où l'entreprise paye l'obligation sur les heures non travaillées. Vous allez avoir un salaire brut qui sera payé à hauteur de 70% sur ces heures non travaillées. Et on l'a vu tout à l'heure dans l'exercice qu'on a fait. Le deuxième impact, c'est sur les cotisations sociales. Donc, vous savez, en tant que salarié, nous avons des cotisations sociales. On a notre fameux brut pour arriver à un net. La différence entre les deux se fait sur les cotisations sociales. Ben là, sachez que déjà, la base de calcul de ces cotisations-là, elle est venue être déduite des frais professionnels. Puisque le décret nous dit, vous prenez le brut de base et vous venez déduire 1,75 pour calculer les cotisations. Donc ça, c'est le premier effet. Et le deuxième effet, c'est que l'indemnité d'activité partielle, elle va être uniquement assujettie à la CSG et la CRDS. Donc là, on est sur un taux de 6,7% si on englobe ces deux cas-là. Et c'est ce qui fait qu'il y a une mécanique qui dit que 70% du brut, finalement, vous garantit 84% du net. Parce que forcément, en tant que salarié, vous avez moins de cotisations salariales à payer. C'est comme ça qu'on peut comprendre
la différence entre les 70% et les 84% du net. Alors, si vraiment vous voulez voir des exemples de fiches de paye pour voir vraiment les lignes, elles correspondent à quoi et quel est l'impact, vous pouvez envoyer un mail à EPB et effectivement, on peut vous transmettre un exemple de fiche de paye, alors bien sûr dans l'anonymat aussi bien de l'entreprise que du salarié, pour effectivement que vous puissiez voir comment cela fonctionne. Là, en webinaire, si on commence à prendre des lignes de fiches de paye, on ne fera pas de cauchemar ce soir, mais j'ai peur qu'on ait un peu de mal à dormir quand même. Alors, le deuxième sujet, et c'est souvent ce que se pose comme question les salariés quand ils sont en activité partielle, c'est qu'en est-il du maintien des droits? Alors, toutes les heures chômées, elles sont intégralement prises en compte pour le calcul des droits à congés payés, donc sans impact. Le calcul de la répartition de la prime de participation et d'intéressement, si vous avez effectivement le cas dans votre entreprise. Ça ne viendra pas déduire cela. Et concernant les RTT, cela va vraiment dépendre de l'accord collectif que vous avez en termes d'aménagement du temps de travail. Donc, soit vous êtes vraiment dans une logique d'acquisition. Alors, l'acquisition, c'est pour chaque semaine accomplie, vous avez une demi-journée ou une journée qui vient s'ajouter à votre compteur. Donc, au fil du temps de présence, vous avez effectivement des RTT qui arrivent. Si vous êtes dans ce cadre-là, à ce moment-là, ce n'est pas du temps de travail effectif. Et cela n'est pas pris en compte dans le calcul des droits. Par contre, si vous êtes en RTT de manière forfaitaire et que vous avez votre compteur qui arrive au 1er janvier, admettons de 20 jours d'emblée, à ce moment-là, l'activité partielle, elle ne va pas venir déduire ces jours-là. Les jours de RTT seront au prorata de votre temps de travail que si vous en accumulez semaine par semaine au fil de l'année. C'est la différence. Alors, on a souvent eu la question aussi par rapport à la prise de congé, puisque c'est le cas dans certaines entreprises. Il faut savoir que jusqu'au 31 décembre 2020, l'employeur peut imposer ou modifier d'une part la prise de congé payé et même en fixer la date, et cela peut concerner 6 jours maximum. Et pareil pour les jours de repos. Alors, on dit jours de repos puisque cela intègre les RTT, les jours que vous pouvez avoir en compte épargne-temps ou encore des jours forfaits. Et là, on est sur un compteur de 10 jours maximum. Encore une fois, sur les congés payés, on peut être aussi bien sur les congés acquis à prendre avant le 31 mai que des congés acquis, mais à prendre avant même le début de la période qui sont actuellement pris, donc le 1er juin. Donc, ça va assez loin. Vous ne pouvez pas refuser la prise, entre guillemets, forcée des congés par votre employeur. La seule condition, effectivement, c'est que votre employeur doit avoir un délai de prévenance de ce qu'on appelle 1 jour franc. Donc, s'il a respecté ce délai de prévenance de 1 jour franc, vous devez effectivement prendre en note ces congés ou ces RTT qu'on vous impose. Autre sujet qu'on peut avoir en termes d'activité partielle, c'est le sujet du télétravail. Alors, il faut savoir que si vous êtes en chômage partiel à 100%, donc c'est-à-dire que vous avez une fermeture d'établissement et que vous êtes en inactivité totale, le télétravail est interdit puisque ça s'apparente à du travail illégal. Vous ne pouvez pas être en inactivité à 100% et en même temps, votre employeur vous demande d'être en télétravail. Ça, aujourd'hui, c'est complètement interdit. Maintenant, le cumul d'emploi, lui, peut être possible avec certaines conditions. Donc, qu'est-ce que le cumul d'emploi? C'est quelque part, vous voulez exercer une activité partielle sur les heures chômées. Alors, c'est possible si dans votre contrat, vous n'avez pas de clause disant que vous ne pouvez travailler que pour un seul employeur, donc c'est ce qu'on appelle la clause d'exclusivité, ou encore que vous n'avez pas de clause de non-concurrence, où on vous dit que vous n'avez pas le droit d'aller travailler chez les concurrents de votre établissement. Donc, quoi qu'il en soit, après vérification, il convient bien évidemment d'informer son employeur. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut effectivement faire,
mais toujours veiller à vérifier ce que dit le contrat et éventuellement ce que dit votre convention collective. Certains salariés peuvent effectivement être en formation. Alors, si vous êtes en formation pendant la période d'activité partielle, quelque part, vous avez deux cas de figure. Le premier, c'est si votre employeur vous a donné un accord avant le 28 mars 2020, inclus, à ce moment-là, il se doit de vous verser l'intégralité de votre rémunération antérieure. Maintenant, si vous avez eu un accord de formation après le 28 mars, vous rentrez dans le cadre du décret d'un salarié en activité partielle et à ce moment-là, l'employeur devra effectivement vous verser 70% de la rémunération brute. Donc là, c'est les cadres de figure qu'on peut avoir dans le cadre de salariés qui effectivement peuvent être en formation. On a parcouru là normalement les gros sujets ou les grandes questions qui peuvent arriver en termes d'activité partielle. On va pouvoir effectivement se dédier à des questions que vous pouvez avoir. Donc à ce moment-là, il faudrait peut-être poser la question. Alors là, j'ai une question, je suis en train de lire en même temps là que je vous parle, par rapport aux assistantes maternelles. Alors, est-ce que ma nounou assistante maternelle qui touche la retraite, je peux lui faire du chômage partiel? Alors, donc là, on est déjà dans le cadre du figure d'un salarié qui est à la retraite, mais quelque part a une activité partielle avec un contrat d'assistante maternelle. Donc ça, c'est la première information qu'il faut retenir. Après, pour les assistantes maternelles, le décret a ajouté, suite à des ordonnances, des critères spéciaux et on est là dans l'obligation de verser 80% du net. Si vous voulez avoir plus d'informations, puisqu'on peut avoir un remboursement de l'État, pour avoir plus d'informations sur ce sujet-là, il faut se connecter sur Page Emploi. Et là, sur Page Emploi, vous avez toutes les informations dédiées au cadre de l'assistante maternelle, puisque le fonctionnement n'est pas identique à ce qu'on vient de voir tout à l'heure. On n'est plus sur les 70% classiques. Là, on parle de 80% du net. Alors, j'ai une deuxième question, c'est si je n'ai plus de trésorerie, est-ce que je peux attendre le financement du chômage partiel avant de payer mes salariés? Alors là, je n'ai pas la réponse à cette question, donc c'est une question que je vais prendre et qu'on répondra nous tous ensemble avec l'équipe PB pour effectivement revenir sur cette question. Là, on touche vraiment au cas de la trésorerie. Donc, je ne sais pas dans ce cas-là comment cela fonctionne. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou pas? Samira, est-ce qu'il y a des questions qui sont sur Facebook Live? Non, il n'y a pas de questions de mon côté. Ok. Alors, je ne sais pas si parmi nous, on a des salariés qui ont peut-être pris un arrêt pour garde d'enfants. Donc, je pensais que c'était plus une question qui allait ressortir, puisque si on est en arrêt de garde d'enfants, est-ce que du coup, on arrive à la situation d'activité partielle? On y arrive si à la fin de l'arrêt, l'entreprise est encore en activité partielle. Mais sinon, cela ne change en rien. L'arrêt, même si c'est l'arrêt maladie, ça ne change en rien l'habitude de l'arrêt. Pas d'autres questions? Si vous souhaitez, vous pouvez toujours utiliser, il y a une icône Q&R en bas. Vous pouvez poser vos questions actuellement à Soraya. Soraya, tu as une troisième question. Exactement. Alors, donc j'ai une question. Au-delà du 11 mai, si on veut réduire l'effectif et mettre une partie des salariés en chômage partiel, est-ce possible? Oui, complètement, puisque le décret dit que l'activité partielle peut aller jusqu'au 31/12/2020. Donc, ce n'est absolument pas lié à la fin du confinement. Attention. Donc, la réponse est oui. Alors, j'ai une autre question, c'est est-ce que je peux faire une rupture conventionnelle pendant cette période? Alors, attention. La rupture conventionnelle, ça suppose des démarches bien particulières, des demandes à la directe, des entretiens préalables, etc.
Donc, si vous remplissez tous ces cadres de figure-là, vous pouvez effectivement faire une rupture conventionnelle. Ce n'est pas lié à l'activité partielle. Donc, si vous respectez, encore une fois, toutes les démarches d'une rupture conventionnelle comme c'est régi par la loi, à ce moment-là, oui, vous pouvez faire une rupture conventionnelle. Alors, j'ai une autre question. Je suis salarié, je suis au chômage partiel et mon employeur me demande une rupture conventionnelle. Est-ce qu'il a le droit de le faire? Alors, quel est le motif de la rupture conventionnelle? Parce qu'une rupture conventionnelle est effectivement un compromis entre les deux parties. Si c'est juste temporaire, ce n'est pas un motif de rupture conventionnelle. Encore une fois, le chômage partiel est mis en place pour une réduction de l'activité temporaire. Alors qu'une rupture conventionnelle, on se sépare définitivement d'un salarié. Donc, encore une fois, revoyez le motif de la rupture conventionnelle qui sera dérouté par la convention collective et la directe, de toute façon, émet un avis par rapport à cette rupture conventionnelle. Si elle est entièrement liée au chômage partiel, elle sera de toute façon refusée. D'autres questions? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Utilisez l'icône. S'il n'y a pas de questions, Soraya, merci beaucoup. Je pense que c'était très clair, c'était concis et clair. Merci. Merci à tous d'avoir participé. Tu as une question. J'ai des salariés qui ont un contrat de 35 heures, mais qui font presque toute l'année 40 heures par semaine. Peuvent-elles réclamer les 40 heures payées par le chômage? Alors, il n'y a que ce qui est dans le contrat de travail qui fera office. Ça veut dire que, habituellement, de ce que je comprends, après les 35 heures, vous êtes plus presque à des heures supplémentaires et à ce moment-là, ça ne rentre pas dans ce cadre-là. Si le contrat stipule 35 heures, vous restez sur ces 35 heures-là. Entre 35 heures et 40 heures, de toute façon, vous ne pouvez pas prétendre au chômage. Vous pouvez prétendre au chômage partiel que si vous êtes en dessous de 35 heures. J'espère que j'ai répondu à la question. Apparemment. Et oui. tu as des compliments puisque c'est hyper clair. Merci. Jamira, toujours aucune question sur Facebook? Non, il n'y a pas de question de mon côté. Il n'y a pas de question de ton côté? Non. Juste une petite précision pour les personnes qui sont connectées. La vidéo sera revisionnable sur Facebook et le support également peut être mis à disposition. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des questions a posteriori, n'hésitez pas à nous contacter, soit via LinkedIn, soit via notre adresse mail EPB que je publierai en commentaire sur le live Facebook. Donc, n'hésitez pas à nous revenir si vous avez des questions plus tard. Et pareil, le support vous sera communiqué, donc il y aura les informations telles que Soraya les a présentées. Et donc, à la fin du support, justement, vous avez la liste des sources, puisqu'effectivement, le décret, etc., tout ça, c'est disponible sur les sites officiels comme Légifrance ou Travail Emploi, qui vous donnent effectivement les informations. Alors, sur Internet, par rapport au chômage partiel, il faut faire vraiment très attention. Si vous voulez avoir des réponses à vos questions, fiez-vous toujours à des sites vraiment officiels, pas les forums, etc., parce que vous pouvez avoir des réponses qui peut-être ne correspondent pas à votre convention collective ou encore plus ne correspondent pas au décret. Donc, vous pouvez avoir des frayeurs ou à l'inverse, vous pouvez penser pouvoir prétendre à des avantages qui finalement ne sont pas représentatifs dans le décret. Donc, toujours pareil,
attention sur Internet aux informations que l'on peut retrouver, se fier au site officiel. Alors, j'ai une question. Le recours au temps partiel fait-il perdre les droits à la retraite? Non, absolument pas. Le chômage partiel ne change en rien vos droits à la retraite. Et d'ailleurs, si vous êtes une personne qui va potentiellement arriver à une date de départ à la retraite sur cette période-là, vos indemnités de départ à la retraite ne sont pas impactées non plus. J'en profite, Soraya, pour dire que toute l'équipe AKEPB est à votre disposition. Donc, si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à revenir vers nous. Merci beaucoup à tous. Écoutez, merci à Soraya surtout pour sa présentation. Nous essaierons de faire d'autres webinaires par la suite, toujours pour vous donner des informations complémentaires. Les informations n'arrêtent pas de changer, donc nous vous tiendrons au courant de tous les changements et vous informerons au travers des newsletters, des webinaires qui seront organisés par la suite. Merci à tous. Merci à tous. Yali Madat. Yali Madad, bonne soirée.